Donc on en était resté, bonjour à tous d'abord, et puis on en était resté donc la fois dernière sur l'adaptation donc au niveau stratégique, donc au niveau des perceptions notamment des personnes sur le changement et les mutations, et on a vu que donc les mutations étaient quelque chose qui était imposé et donc il fallait s'adapter par rapport à cette mutation. Donc on avait vu également donc, les différents facteurs qui vont venir s'influencer ou influencer l'acteur dans ces deux stratégies qu'on avait vues également, donc repli et opportunisme. Donc l'acteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire dans cette perspective, dans cette situation? Ben, il va adapter les technologies, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir vraiment les adopter, mais il va essayer de les adapter et adapter à ce qu'il fait aujourd'hui. Ça va. Il va également essayer de limiter les coûts en ressources humaines. Donc, si par exemple ça demande des formations, eh bien, on va essayer de les faire, mais vraiment au dernier recours, si vraiment on pense que c'est utile. Enfin, on va attendre en fait que les choses arrivent ou s'imposent à nous. Ça va. Alors, prendre en compte les mesures obligatoires uniquement. Donc, c'est par exemple lorsqu'il y a des normes qui s'imposent un peu dans notre système ou des lois en tous les cas, eh bien, de toujours chercher à essayer de faire le moins possible par rapport à ce que la loi ou les obligations nous poussent à faire. Et en fait, on pourrait même conclure par le quatrième point, qui est de négliger la portée sociale, alors sociale humaine, hein, on pourrait traduire ça comme ça, c'est-à-dire que, en fait, dans un changement et dans la stratégie qu'on va utiliser, c'est sur l'humain qu'on va travailler. Alors voyons maintenant un petit peu ce qui se passe d'un point de vue de l'opportuniste. Bah, lui, il va adapter les salariés, c'est-à-dire qu'il va bien évidemment augmenter les investissements en ressources humaines, c'est-à-dire des formations. Alors pas forcément des formations en centre de formation, mais en interne par exemple, ou vis-à-vis de fournisseurs qui vont fournir des équipements différents, nouveaux, parfois très novateurs, et donc il faudra adapter les personnes par rapport à ça. Alors une perspective aussi qui est très importante à prendre en compte, c'est la veille. Alors la veille qui, à mon sens, n'est pas suffisamment pris en compte dans les développements de projets en interne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé un plan d'action ou un projet, eh bien, on le laisse vivre sa propre vie. Alors, ce qu'il faut faire quand même, c'est avoir une idée globale. Alors, je ne parle pas de projets vraiment extrêmement précis, pointus, appliqués dans les ateliers, mais par exemple, si vous passez au lean, donc vous n'êtes pas dans le lean, vous passez au lean, eh bien, de rester toujours en éveil sur toutes les pratiques, toutes les théories, toutes les méthodes qui pourraient se faire, se créer ou être utilisées sur cette opération du lean. Donc une fois qu'on a mis en place un plan d'action, une fois qu'on a subi et adapté cette mutation, eh bien, il faut l'entretenir en quelque sorte, il faut l'arroser pour qu'elle pousse comme une belle plante. Et donc, ne pas s'arrêter simplement à mettre un équipement nouveau et puis s'arrêter là. Alors, utilisation efficiente des ressources humaines, donc tous les savoirs disponibles. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'intelligence collaborative, notamment les réseaux sociaux d'interne en entreprise. Donc, on sait pertinemment que c'est une source de connaissances, mais pas que, c'est aussi une source d'inspiration, c'est-à-dire que on va se servir d'expériences passées pour en trouver de nouvelles, c'est-à-dire qu'en simplement en faisant un amalgame, en comprenant les interactions que peuvent avoir certaines expériences, eh bien, on peut faire émerger de nouvelles idées par rapport à ça et donc prendre de l'avance. Donc, savoir gérer ces bases de données, donc simplement ici aujourd'hui, ces bases de données sont gérées par des data scientists et donc on sait que les bases de données, qu'on sait qu'une fois qu'elles sont bien traitées, bien utilisées, elles peuvent apporter des idées complémentaires. Hein. Les idées ne sortent pas ex nihilo de la tête des gens. Donc c'est simplement parce que on est confronté à des problématiques qui font qu'on crée quelque chose de nouveau qui est un amalgame de choses anciennes en fait. Donc voilà un petit peu pour les deux stratégies, les conséquences que ça peut avoir en termes d'organisation et de gestion des ressources humaines. Alors, définir une politique RH, c'est un peu une conclusion. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y couper. Une fois qu'on parle de changement, ben, on est obligé de passer par les ressources humaines. Alors ici, il ne s'agit pas d'avoir un service ressources humaines. Ici, c'est pas l'objet, en fait. Puisque on serait plutôt, nous, dans un développement de performance industrielle et donc de processus ou de gestion de valeur. Donc ici, le responsable de la gestion de valeur, ou de la chaîne de valeur, doit avoir des connaissances, des compétences dans une politique de ressources humaines.
puisque en fait c'est la première ressource qui va être utilisée pour, comment dirais-je, appliquer une politique de changement. Donc c'est pour ça qu'il va avoir ces connaissances de base. Alors anticiper les événements influençant les changements. Alors là, pareil, ça va être du management de terrain, donc en connaissant dans la performance industrielle. Hein, on fait du Gemba, du Genshi Genbutsu, bon, pour ceux qui connaissent, où je vous renvoie aux vidéos qui parlent un petit peu de ce sujet-là. Mais en fait, on connaît déjà dans le management de la performance ce genre d'études, si vous voulez, ou d'analyse de terrain à faire. Donc, une modification de structure dans une entreprise passe toujours par une préparation. Et cette préparation, ben, il faut aller sur le terrain, il faut demander aux gens, il faut leur poser des questions. Alors ici, je réévoque quelque chose que j'aime bien, qui est en fait le circuit économique de base. Donc en fait, une entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner dans la durée, ben, il lui faut des idées, alors à tous les niveaux, hein, il ne s'agit pas de la recherche et le développement de l'entreprise, mais bien de tous les personnels qui sont dans l'entreprise sont susceptibles de créer des idées. Donc, qui est un indicateur théoriquement très important pour faire fonctionner une entreprise dans la durée. Et surtout pour pouvoir répondre aux mutations qu'on a vues tout au long de ce module. Alors les ressources financières, donc juste pour vous dire que les ressources sont considérées comme infinies, les ressources en termes d'équipement, pareil, donc pour effectuer la transformation donc des idées donc, des ressources financières en quelque chose de concret et tangible qu'on peut proposer à des clients, que ce soit un produit ou un service. Et évidemment, il faut relancer la machine avec des investissements en termes d'idées. Alors, par rapport à tout ça, ce qu'on peut dire, c'est que donc, définir une politique de changement, anticiper les événements influençant les changements, eh ben, ce n'est pas neutre. Ça coûte de l'argent à l'entreprise. Donc, quand on va parler de plan d'action, quand on parle de modification, d'adaptation, etc., tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, coûte de l'argent en termes d'investissement, et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir mesurer l'efficacité des plans d'action en vérifiant le retour sur investissement, bien évidemment. Donc l'argent n'est pas aussi qu'un élément de sanction, c'est aussi un indicateur de gestion. Alors, évolution de cette mutation, eh bien, on va s'apercevoir que pour essayer de répondre un petit peu à ces mutations, on va appliquer justement des différents outils, donc comme les réseaux sociaux d'entreprise, par exemple, et on aura une modification de la partie sociale, c'est-à-dire on va faire du travail collaboratif. D'accord. Donc, ou pour faire du travail collaboratif, eh bien, je peux passer par des réseaux sociaux d'entreprise. Alors, c'est pas l'outil d'exception, évidemment, il y en a d'autres, mais c'est aussi un outil qui peut venir et compléter un petit peu la gamme et qui peut aussi aider les gens d'une façon différente. C'est-à-dire, par exemple, avec un taux de réactivité dans les messageries instantanées, par exemple. Alors, recrutement par des réseaux sociaux, donc diminution des coûts dans les phases de préparation. Donc, on sait très bien que pour des cadres, et plus les cadres sont hauts dans la hiérarchie, et plus ça coûte cher. Eh bien, alors il ne s'agit pas de voir ce qu'on a fait en termes de sorties ou de choses comme ça sur le recrutement de réseaux sociaux, mais plutôt qu'est-ce que vous apportez comme valeur sur cet outil-là. Hein. Et donc c'est comme ça qu'on peut voir quel est le niveau en fait de compétence des personnes ou de leur implication dans leur métier tout au moins. Donc s'ils ont une conscience professionnelle, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc la gestion de la connaissance, donc capitalisation du savoir dans l'ordinateur, donc c'est la gestion de base de données, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, donc c'est les data scientists par exemple. Alors les travailleurs nomades, c'est la gestion des open space, c'est le télétravail, donc c'est une autre façon de travailler, on peut travailler maintenant à distance, ce qui fait faire des économies à l'entreprise puisqu'elle occupe moins d'espace. Et si on prend toute la partie tertiaire notamment, elle se trouve la plupart du temps au centre des villes où le prix au mètre carré est extrêmement élevé. Donc là, en réduisant simplement surface occupée par les salariés, donc dans une assurance par exemple, eh bien je vais diminuer les charges qui pèsent sur la gestion des bâtiments de cette entreprise. Donc voilà un petit peu comment on peut préparer un petit peu les mutations et à quoi on peut s'en servir, comment on peut les transformer en quelque chose de positif, donc de menace en force ou en opportuniste. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous attends donc sur la prochaine vidéo où là on va parler d'effets domino et de voir un petit peu les conséquences qu'on a déjà entrevues dans ce premier module. Merci.